hands on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we are. 24 heures Sénat, c'est le nouveau rendez-vous de la rédaction de Public Sénat pour débattre et décrypter toute l'actualité du Sénat. Pour refaire toute l'actualité politique et parlementaire de la semaine, c'est bien sûr Parlement Hebdo, 45 minutes pour tout comprendre. Les réactions à chaud des ministres et des parlementaires en direct de la sortie de l'hémicycle. Retrouvez-nous tous les jours en direct pour suivre les temps forts des textes en séance et des auditions. Dans Preuve par 3, je mets à l'épreuve les responsables politiques sans concession autour de 3 temps forts. Le grand rendez-vous politique du soir qui décrypte l'actualité du jour. Bring the action. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one above flawless, ooh, you a sexy lady. Le Club des municipales, c'est le rendez-vous électoral de l'année sur la chaîne Public Sénat où j'inviterai autour de moi l'ensemble de mes confrères pour débattre et décrypter des grands enjeux locaux de cette élection. Déshabillons-les, c'est l'émission où je déshabille les politiques en tout bien, tout honneur. En cette année d'élection municipale, Itinéraire Bis reprend la route à la découverte de villes en pleine transformation pour une balade dans une France inattendue. Europe Hebdo, c'est l'actualité européenne dans tous ses états. Dans Génération Europe, on parle des enjeux de l'Europe avec des étudiants français et étrangers. Check that. L'actualité politique vue du web. Bibliothèque Médicis, une émission littéraire reconnue de référence pour les auteurs, leurs livres et pour le public dans un lieu exceptionnel. Culture T, c'est l'émission de tous les arts dans tous les territoires. Un lieu, une histoire, je suis heureux de vous retrouver pour de nouvelles conversations sur les hauts lieux de la Grande Guerre. Les pieds sur terre, c'est le rendez-vous des initiatives écolo. Enquête d'Europe, c'est une manière singulière de montrer et raconter l'Europe. Le docu-débat, c'est un documentaire suivi d'un débat pour prolonger la discussion. Sur le terrain, la spécificité des territoires et des alliances locales obligera à un discours particulier. C'est donc une nationalisation du débat à la carte qui sera pratiquée. Il y a des thématiques particulières en fonction des villes. Une ville comme la ville de Nancy qui est proche de 3 frontières, une ville européenne, ce n'est pas les mêmes problématiques que Toulouse ou d'autres villes de France. Nous en sommes pleinement convaincus. Par contre, en matière de sécurité et en matière de fiscalité, nous considérons qu'il y a un message national à porter. Fiscalité et bien sûr sécurité, 2 préoccupations majeures des Français et sur lesquelles l'UMP compte bien insister, au risque de favoriser le Front National qui partage ces problématiques. Autant faire un diagnostic lucide mais y emmener des remèdes plutôt que ne pas voir la maladie. C'est cela qui fait émerger tout type d'extrémisme. Une stratégie qui ne convient pas à tous les ténors du parti. François Baroin ou Bruno Le Maire ont dénoncé le risque de triangulaire et de défaite de la droite en cas de nationalisation du scrutin. Dans l'actualité internationale à présent, les scènes de violence et de mobilisation en Ukraine, mais les discussions entre le président Yanukovych et l'opposition pourraient aboutir. Les opposants affirment ce soir, il y a quelques instants, qu'il y a, je cite, de fortes chances de solution à la crise. Et partout dans le monde, les appels des dirigeants se multiplient pour mettre fin aux violences. On écoute la réaction de la chancelière allemande Angela Merkel.
Nous demandons au gouvernement ukrainien de garantir les libertés fondamentales et particulièrement le droit de manifester pacifiquement, de protéger la vie des manifestants, de ne pas faire usage de violence. Nous sommes tout particulièrement inquiets, et pas seulement inquiets, mais indignés de voir la façon dont des lois qui remettent en cause ces libertés fondamentales sont adoptées à la va-vite. Le régime de Damas ne cède pas un pouce de terrain lors des discussions à la conférence de paix Genève 2. Pas question de négocier un transfert de pouvoir, préviennent les dignitaires syriens, alors que l'opposition l'oppose en préalable de tout dialogue. Alors dans de telles conditions, quels sont les vrais enjeux de ce sommet? On en parle dans un instant avec le grand reporter au Figaro, Renaud Girard. Mais d'abord, le rappel des faits, c'est avec Cécile Sixou. Vous allez rencontrer M. Jarvin aujourd'hui? Voilà, oui. Ce jeudi, Lakhdar Brahimi, le médiateur des Nations Unies pour la Syrie, a quitté les locaux de l'ONU avec une mission, asseoir demain à la même table des négociations, opposition et pouvoir syrien. Hier, la première journée de la conférence de paix de Genève 2 s'est déroulée dans une ambiance très tendue. Monsieur Kerry, personne au monde n'a le droit de conférer ou de retirer la légitimité à un président, un gouvernement, une constitution, une loi ou toute autre chose en Syrie, sauf les Syriens eux-mêmes. Guerre des mots, dialogue de sourds à Genève. Au même moment, un message audio du chef d'Al-Qaïda appelle l'opposition syrienne à cesser ces guerres fratricides et rester unie contre le régime de Bachar el-Assad. J'appelle tous les groupes djihadistes, les chefs de tribus, les journalistes, les écrivains et tout homme libre œuvrant à faire tomber le régime d'Assad, à arrêter immédiatement les combats entre frères et à arrêter les conflits. À Genève, l'enjeu reste de négocier l'acheminement de l'aide humanitaire, des cessez-le-feu localisés ainsi que des échanges de prisonniers. Les deux camps discuteront ce vendredi pour trouver des accords. Au total, depuis le début du conflit, 130 000 Syriens ont perdu la vie et des millions de personnes ont été déplacées. La suite du 22h avec nos invités ce soir, le grand reporter au Figaro et correspondant de guerre, Renaud Girard. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous êtes l'auteur de ce livre, Le Monde en marche, chez CNRS Éditions. Et vous publiez aussi dans la revue des Deux Mondes un article intitulé « Pourquoi nous nous sommes autant trompés sur la Syrie ?» On va en parler avec nous également. L'abbé de la Morandais, bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes l'auteur de ce livre, Alain de la Morandais, à la rencontre de Jésus-Christ, avec la préface, je le précise, de Luc Ferry. Préféré. Voilà, vous le dites. Avec nous également ce soir, notre chroniqueur, le politologue Stéphane Rosès. Bonsoir, Stéphane. Alors d'abord, Genève 2, Renaud Girard. On dit, on lit, Genève 2, le compromis impossible. Mais dites-nous, les grandes puissances, elles ont intérêt à obtenir des résultats? Oui, je pense que les grandes puissances qui sont en fait les parrains des belligérants, c'est-à-dire les Russes pour les Syriens du régime de Bachar el-Assad, les Américains et les pétromonarchies du Golfe pour les rebelles sunnites au régime de Bachar el-Assad, ces grandes puissances ont intérêt à ce qu'il y ait la paix parce que ces grandes puissances n'ont aucun intérêt à ce que la Syrie devienne un territoire de djihadisme, une sorte de Waziristan. Voilà, donc personne n'a envie d'avoir une attaque au gaz sarin ou autre, terroriste, venant de Syrie, dans le métro de Moscou, de Londres ou de New York. Personne n'a envie. Voilà. Il y a une vraie inquiétude des États-Unis, de la Russie et de la France. Il y a quelques jours, par la voix du ministre de l'Intérieur, il a évoqué le départ de 700 djihadistes passés par la Syrie et qui ont des passeports français. Absolument, des détenteurs de passeports français. C'est une inquiétude. D'origine musulmane ou on dit des chrétiens? Ce sont tous des musulmans, mais effectivement, souvent les plus durs sont des convertis, en fait. C'est des Français de souche qui se sont convertis. Et en revanche, je dirais que les belligérants eux-mêmes ont beaucoup moins intérêt à faire la paix. Donc le régime et l'opposition. Oui, Bachar el-Assad, on le disait, perdu en 2011, et il ne fait que conquérir du terrain depuis 2 ans. Il est considérablement renforcé. Oui, mais l'opposition, il a des alliés forts, l'Iran, le Hezbollah. Et l'opposition ne semble pas... D'abord, elle est très divisée en état de... Voilà. Et d'autre part, elle n'est pas prête à faire des concessions parce que les gens sur le terrain
ne veulent voir Bachar el-Assad que sur un poteau d'exécution. Et puis parce que aussi, ils se disent qu'ils ont le temps pour eux. La majorité, n'est-ce pas, de la population syrienne est sunnite. Alors, il y a beaucoup de sunnites qui sont avec Bachar. La femme de Bachar est sunnite, Ali Mamlouk est sunnite, etc. Ali Mamlouk, c'est le chef des services secrets. Mais, quand même, le régime de Bachar el-Assad, c'est plutôt le régime laïque, protecteur des minorités, des chrétiens, des Druzes, des Ismaéliens, des Kurdes même, etc. Les chrétiens de Syrie et d'Orient. Abed Lamorandé, ils ont aussi leur mot à dire, un rôle à jouer, et ils ne sont pas, ou peu en tous les cas, représentés à Genève 2. Est-ce que cela vous choque ? Oui, ça me choque parce qu'en effet, ils ne sont pas représentés. C'est leur terre. Oui, mais je suppose qu'ils vont avoir un bon avocat au moins demain avec le président François, c'est le pape François. Exactement, parce que la Syrie va être évidemment au menu des discussions. Au menu. Et on va en parler. Stéphane Rosès, ça fait 3 ans, précisons-le, que dure cette guerre. Elle ne fait plus la une de l'actualité. Elle n'est même plus dans l'actualité de certains journaux. Quelle est la perception des Français par rapport à ce conflit, à cette guerre aujourd'hui ? Les Français, dès le départ, ont été très réservés. C'est assez simple de comprendre l'attitude de l'opinion à l'égard des interventions possibles ou réelles à l'extérieur. Il faut toujours qu'il y ait un but de guerre identifié et que d'autre part, il y ait une cohérence entre les fins et les moyens. Or, dès le départ, tel que relaté dans les médias, les Français se disent que c'est quelque chose de très compliqué. Autant le Mali, 3 Français sur 4 soutiennent parce qu'il y a l'idée de repousser des terroristes. Les Français ne savent pas la différence entre les islamistes et Touaregs ou le Mali, et même en période de crise. Mais les 3/4 soutiennent parce que c'est dans l'universalisme français, il y a une cohérence entre les fins et les moyens. On comprend les buts de guerre, on soutient. La Syrie, c'est beaucoup plus compliqué parce que dès le départ, même si on n'a pas la connaissance experte de M. Gérard, il n'empêche qu'on a cru comprendre que ça ressemblait peut-être à une guerre civile, que certes il y avait peut-être un régime autoritaire, il y avait sans doute là des exactions d'un autocrate contre son peuple, mais on a cru comprendre que sur le terrain c'était plus compliqué qu'une représentation, par exemple comme ce qui s'est passé lors de la Libye, même si... Bon. Donc vous le voyez, dès le départ, les Français sont très réticents. Et quand les autorités françaises montent en gamme, on le sait, avant, je dirais, la pacification, la médiane russe, acceptée par les États-Unis et finalement la France, mais sans discontinuer, il me semble que l'opinion n'a pas changé d'avis sur la complexité de la situation. Vous avez employé le mot guerre civile aussi, mais Renaud Girard, conflit religieux est beaucoup plus large. Est-ce que ce n'est pas la fracture entre sunnites et chiites, on en parle souvent, et ce n'est pas seulement d'un côté les amis de la paix, les démocrates, et puis les ennemis, les méchants, ça a l'air d'être beaucoup plus compliqué. Bon, ce que vous avez dit très souvent sur ce plateau d'ailleurs. Oui, il y a eu une sorte de manichéisme entre, voilà, comme si c'était une guerre entre les méchants autocrates et les jeunes démocrates. Non, bien sûr, c'est plus compliqué. Il y a des lignes de fracture très anciennes en Syrie entre les frères musulmans d'un côté et les laïcistes du Bas de l'autre. Ce sont des lignes de fracture qui existent. Et puis vous avez surtout, vous l'avez très bien dit, dans toute cette région, une guerre religieuse, une guerre de religion. On le retrouve au Liban. Comme nous avons eu chez nous il y a 4 siècles entre les protestants et les catholiques, là-bas c'est entre les sunnites et les chiites, qu'on retrouve au Liban, qu'on retrouve au Yémen, qu'on retrouve même jusqu'au Pakistan, qu'on retrouve en Irak, bien sûr, qui fait des dizaines de morts en Irak tous les jours. Et cette guerre est très profonde, et cette guerre n'est pas près de finir. Et c'est la ligne de fracture, c'est-à-dire qu'en fait, les 2 principaux parrains proches, l'Arabie Saoudite pour les rebelles sunnites contre le régime Bachar el-Assad, mais l'Arabie Saoudite n'est pas une démocratie, donc vous voyez, c'est pas pour mettre la démocratie en Syrie. Et l'Arabie Saoudite a envoyé ses chars pour réprimer les manifestations pacifiques au Bahreïn. Et de l'autre côté, l'Iran qui soutient les chiites et les alaouites. Sur les fractures religieuses évoquées. C'est de savoir, selon votre analyse et votre grande expérience, est-ce qu'une réconciliation sunnite-chiite est possible ? Et deuxièmement, est-ce qu'à nous, Européens, surtout ne pas nous mêler des différences religieuses chez les musulmans ? Alors je pense que c'est une erreur complète
de nous mêler de cette guerre sunnite-chiite. Je pense que nous avons, il faut être modeste, je pense que si on prend nos dernières interventions au cours des 20 dernières années en terre d'islam, ça a été à chaque fois des catastrophes. La Somalie, l'Afghanistan, l'Irak, la Libye. La Libye, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, il faut appeler les choses par leur nom. Donc, nous ne savons pas faire. Il faut le reconnaître. Nous Indifférence ? Nous ne savons pas gérer les terres d'islam. Vous savez, la Syrie, nous y avons été pendant 26 ans, de 20 ans, de 1920 à 1946. Nous avons d'ailleurs, pour leur apprendre le parlementarisme, nous leur avons envoyé le Jouvenel, le mari de Colette, des gens très éclairés. Oui. On a fait un parlement là-bas, etc. Ça n'a pas tenu. La greffe n'a pas tenu. On les a bombardés aussi un petit peu, les mêmes quartiers d'ailleurs que ceux que Bachar bombarde aujourd'hui. Deux gouvernements de gauche, en 1925, en 1945, ont bombardé la Ghouta, Yarmouk, les mêmes quartiers exactement. Donc nous ne savons pas faire, vous dites ? Nous ne savons pas faire, nous ne devons pas intervenir dans cette guerre, c'est une erreur. Alors nous pouvons évidemment aider les médiations, nous aurions dû garder notre ambassade là-bas, c'est une très grave erreur que de l'avoir fermée, puisque pour avoir voilà. Et vous le dites dans votre livre, dont j'ai rappelé le nom tout à l'heure, Le Monde en marche, vous dites la dangereuse naïveté de la France sur le dossier syrien. Naïveté, c'est le bon mot, vous croyez ? Bah oui, surtout si par exemple vous armez des rebelles en pensant que ce sont des jeunes démocrates, que ces types sont un peu comme nos polytechniciens des Trois Glorieuses, des journées de juillet 1830 qui veulent renverser le méchant Charles X. Non, c'est pas tout à fait ça. Et les armes qu'on livre aux rebelles, d'ailleurs on a eu un exemple récent, risquent de tomber à Al-Qaïda, au charmant Zawahiri là, qui a parlé récemment, là, l'ami de Bin Laden, et se retrouver après retourner contre nous. Voilà, dans votre livre, Le Monde en marche, notamment le dossier syrien. On peut lire également l'Irak et bien d'autres terrains. On va poursuivre notre discussion. On va parler d'un autre sujet, mais la Syrie toujours, puisqu'elle sera au menu des discussions demain entre le président François Hollande et le pape François. Première visite au Saint-Siège. Abbé de la Morandais, sur la forme d'abord. Donc première visite, à quoi il faut faire attention quand on rencontre le pape François ? D'abord, diplomatiquement, c'est un voyage privé. C'est le premier président qui a tant attendu pour rendre une visite au souverain pontife. Bon, il a trop attendu, selon vous, apparemment. Je n'ai pas dit ça. Je remarque simplement que ça correspond à la fois à de nouvelles lignes un peu dures, anticléricales, qui ressurgissent depuis 18 mois. Mais je remarque que c'est une main tendue. Donc après l'année de conflit avec des catholiques purs et durs sur le mariage gay, des amalgames des deux côtés d'ailleurs, eh bien on s'aperçoit que peut-être qu'il faut arriver à se parler. Le président François Hollande, vous le savez bien, moi la première fois que je l'ai rencontré, c'était avec Jacques Delors et Jean-Pierre Mignard, son conseiller, son ami le plus proche, le parrain de ses enfants, qui part demain avec lui. Eh bien, c'est un secret pour personne, c'est pas l'héritier spirituel de Delors. Je crois qu'il est complètement indifférent aux questions religieuses, j'allais dire un peu à la Ratsoc Chirac, quoi. Oui. C'est tout à fait dans cette tradition cueille, on va dire, quoi. Donc, à titre personnel, j'allais dire, il y arrive, c'est un geste politique. Mais, de l'autre côté, nous avons affaire à un personnage étonnant, parce qu'il adore rencontrer des athées, des gens très différents de lui. Il a une curiosité d'esprit extraordinaire qui peut provoquer entre les deux personnes, à titre privé, quelque chose d'intéressant. Alors on va continuer à en parler et regardez justement, puisque vous avez parlé de cette rencontre, au fil des mandats présidentiels, eh bien la visite au Vatican est devenue, vous le savez, un passage obligé. Valéry Giscard d'Estaing a rencontré Paul VI. François Mitterrand et Jacques Chirac ont rendu visite à mon père, Jean-Paul II, et Nicolas Sarkozy a été reçu par Benoît XVI. Voilà, et Benoît XVI est venu à l'Élysée. En plus, pape et président français, c'est une longue histoire que nous raconte Jérôme Rabier. Regardez. Depuis Valéry Giscard d'Estaing, la visite au Vatican est un passage obligé pour les présidents français. Mais c'est Jacques Chirac qui renouera en 1996 avec la visite d'État, plus officielle. Accompagné de sa femme, il déclare alors à Jean-Paul II qu'il souhaite témoigner de la fidélité de la France à son héritage chrétien. Merci de me recevoir. À peine élu, Nicolas Sarkozy rend visite à Benoît XVI, accompagné d'une très large délégation. Et lors de son discours à la basilique Saint-Jean de Latran, dont les présidents français sont encore aujourd'hui chanoines d'honneur, il évoque la laïcité positive, un concept qu'il reprendra à de nombreuses reprises. J'en appelle une nouvelle fois à une laïcité positive.
une laïcité qui respecte, une laïcité qui rassemble, une laïcité qui dialogue, et pas une laïcité qui exclut ou qui dénonce. Benoît XVI sera ensuite reçu à Paris avant une nouvelle visite du président français en octobre 2010. L'actualité était alors marquée par la question des Roms et le pape n'avait pas hésité à critiquer, de façon à peine voilée, la politique française sur cette question. François Hollande a tenu à préciser que sa visite sera une rencontre entre deux chefs d'État, avec à l'ordre du jour le conflit en Syrie et les questions environnementales. Mais ce déplacement aura forcément une résonance particulière pour un président qui n'est pas en odeur de sainteté avec l'électorat catholique depuis la loi sur le mariage pour tous. Voilà, c'est une longue histoire, Abbé de la Morandais. Et puis de Gaulle, évidemment. Seul Pompidou s'était retiré. Seul Pompidou s'était retiré. Est-ce que c'est une rencontre entre deux chefs d'État, comme l'a dit François Hollande? Bien entendu, puisqu'ils sont tous les deux chefs d'État. Oui, je dirais c'est un pléonasme diplomatique, mais c'est une façon de dire... Vous avez bien compris ma question. Voilà, c'est politique, c'est purement institutionnel. Voilà. Est-ce qu'il y a une chance, Stéphane Rosès, non pas de reconquérir l'électorat catholique, pardonnez-moi, mais nous approchons des élections, donc il y a sûrement aussi quelques calculs politiques, mais est-ce qu'il y a une tentative de rapprochement et de main tendue avec les catholiques de France ? Il y a sans doute l'idée également, alors le président a expliqué durant la conférence de presse les raisons, il a avancé des raisons effectivement d'État à État, des questions de l'écologie, la question des chrétiens d'Orient, sans doute peut-être une médiation éventuelle, une aide pour la question de la Syrie, voilà c'est ça. Oui, alors c'est vrai, la Morandais l'a dit, il y a un certain nombre de dossiers qui ont vu... les chrétiens heurtés sur des questions éthiques. Donc François Hollande va essayer en tout cas de pacifier des choses, mais ça a été dit dans son entourage, il y a tout un aspect de la personnalité du pape François et du discours traditionnel depuis la doctrine sociale de l'Église, même Jean-Paul II y était allé de son... Donc il y a tout un aspect du discours officiel de l'Église qui sonne agréablement aux oreilles d'un président social-démocrate. Alors effectivement, il est très laïque, mais il vient d'une famille dont les parents étaient des catholiques. Et n'oublions pas que sa première non-épouse, Ségolène... Attention, sujet sensible, Abbé de la Morandais. Ses 4 premiers enfants. Il connaît bien la culture. Tiens, vous m'inspirez une question. Le Saint-Siège, oui, c'est un lieu où il peut y avoir de la sérénité, un certain apaisement. Est-ce que François Hollande pourrait en bénéficier? Est-ce qu'il pourrait avoir un conseil du pape François sur sa vie personnelle? Visite privée, il rentre par une porte cachée, il sort par la porte Saint-Damas au bras de Ségolène, par exemple. Oui, ce serait un miracle. Ce serait beau, hein? Ouais, c'est lourd alors. Je voudrais les 4 premiers enfants, mais à ma connaissance, mon père, il n'en a pas d'autres. Je ne suis pas les 4 enfants. Je ne connais que Ségolène et les 4 enfants, que je défends tout le temps. Poser une question sur le pape François, superstar quand même, homme de l'année 2013. Est-ce que vous succombez, vous avez succombé, tous les trois, à la papamania, Renaud Girard? Je crois qu'effectivement, il a un discours... de vérité, il revient aux racines du christianisme, à l'humilité, c'est-à-dire Jésus, c'est quand même l'homme qui refuse tout pouvoir, qui refuse toute royauté terrestre, qui vit modestement jusqu'à finir sur une croix. Et donc, je pense qu'il revient d'abord à cette tradition. Je crois qu'il ne renonce pas à être médiatique, c'est-à-dire à parler aux gens, à être... C'est un pape intelligent, c'est un jésuite, c'est un homme qui a fait beaucoup d'études. Et ça accroche. Ça accroche justement. Ça accroche et il ose, si vous voulez, mettre le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire cette espèce de capitalisme effectivement désincarné, ces masses françaises, par exemple, puisqu'on est en France, qui sont désorientées par la dureté grandissante de la vie sociale, de la vie économique. L'horreur économique, disait autrefois une économiste. Et donc là, il témoigne là-dessus, il parle là-dessus, il est suivi là-dessus, sur l'horreur économique, et puis aussi évidemment sur les chrétiens d'Orient, les chrétiens d'Afrique. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les chrétiens sont menacés, ils ont été pratiquement chassés direct, par la faute d'ailleurs d'un président chrétien qui s'appelait Bush, qui a fait ce désordre en Irak en 2003, quelle ironie du sort. Et évidemment, les chrétiens en Syrie, parce qu'en fait,
Ce qui se passe dans cette guerre civile sunnite-chiite, c'est que les premières victimes, paradoxalement, vont être les chrétiens qui n'ont rien à voir avec cette guerre religieuse, mais ce sont les plus faibles, et donc comme les armes sont sorties, ce sont eux et donc ce qui sera sont un les sujet premières de victimes discussion des armes. demain, et peut-être qu'il y aura une parole forte, parce qu'il y a une parole très forte qui porte le pape François sur ce sujet. Alors, Oui, Abbé de la Morande. non. Oui. On me dit, ah mais ce pape désacralise la fonction. J'ai envie de dire, tant mieux. C'est pas une idole. On n'est plus sous Pie XII, quoi. Bon. Non, moi, il est la consolation de mes vieux jours, dans ce sens que j'ai été à Vatican II comme lui, on a à peu près le même âge, et qu'il y a deux grandes lignes directrices de Vatican II qui ont été abandonnées depuis 50 ans, collégialité, Église pauvre pour les pauvres. Collégialité, ça veut dire quoi? Ça veut dire casser le système hiérarchique, monarchique, pyramidal et arbitraire pour s'inspirer des églises orthodoxes et redéployer le pouvoir, déléguer le pouvoir à des conférences synodales locales qui, elles, pourront prendre des décisions au niveau de la discipline intérieure de l'Église qui ne touchent pas au dogme. Ça, c'est très important. Très bien. Et l'autre point? L'Église pauvre pour les pauvres, ce qui veut dire état de service. Message, voilà. Ça veut dire quand on est au Vatican, on est au service, c'est-à-dire qu'on vit humblement, on vit serviteur et Bien non sûr. pas Pauvres parmi les pauvres. Alors restez avec nous, messieurs. Dans un instant, je vais vous faire réagir à la semaine tout en dessin, croquée par notre dessinateur Hervé Baudry. Et il croque également le pape François. Vous allez réagir à Abbé de la Morande. Mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé ce soir, Flora Sauvage. Exclu de la conférence de paix de Genève 2 sur la Syrie, le président iranien Hassan Rouhani a joué l'ouverture au Forum économique mondial de Davos. Le but, tenter de rassurer les investisseurs éventuels qui souhaiteraient s'implanter en Iran. Prenant la parole quelques heures après Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, il en a profité pour donner son avis sur la question syrienne. La meilleure chose à faire, c'est d'organiser des élections libres et équitables en Syrie. Nous allons respecter le vote du peuple, peu importe le résultat. Aucun gouvernement et aucune personne ne peut prendre de décision pour un autre pays ou pour la Syrie. Nous devons aider le peuple syrien. La France n'a pas l'intention de renforcer sa présence militaire en Centrafrique. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, l'a affirmé ce matin. La présidente centrafricaine par intérim, Catherine Samba-Panza, avait pourtant demandé des renforts. Elle assure que le nombre de soldats actuels ne suffit même pas à remettre de l'ordre à Bangui, la capitale. 293 dossiers d'indemnisation dans l'affaire du Mediator ont reçu un avis positif. Au 31 décembre 2013, plus de 8000 demandes avaient été déposées. Objectif, faire reconnaître le lien de cause à effet entre la prise du médicament et l'apparition de pathologies. À partir d'un certain âge, souvent, il y a des fuites valvulaires qui sont naturelles. C'est dû à l'âge. Et la question est de savoir si la fuite des personnes qui présentent un dossier est naturelle ou due au Mediator. L'examen des dossiers doit durer encore 1 an et demi. Une proposition de loi écologiste pour encadrer l'implantation des antennes relais. Il n'est plus question d'abaisser les seuils, mais de modérer l'exposition aux ondes électromagnétiques. Le texte de la députée Laurence Abeille a été adopté jeudi par l'Assemblée nationale. Il prévoit notamment l'interdiction de la publicité sur les téléphones portables et les tablettes pour les mineurs de moins de 14 ans. Et tout de suite, la semaine d'actu croquée par notre dessinateur Hervé Baudry. Et on réagit juste après. Regardez.
Voilà pour cette semaine d'actu croquée par notre dessinateur Hervé Baudry. L'Ukraine, non-cumul des mandats, pacte de responsabilité, mais on vous a gardé le meilleur. On va revoir, la voici. La France, la fille nègre l'Église, gaffe, elle n'est pas libre. Vous confirmez? Complètement. L'amender n'est pas libre. Qu'est-ce que vous auriez choisi, peut-être Stéphane Rosès? Celle-là, pour deux raisons. La première, c'est que les Français disent séparation vie privée, vie publique. Et c'est vrai que c'est le regard de l'étranger sur nous qui nous fait réaliser notre spécificité. Et en même temps, puisque c'est parce que la France est la fille aînée de l'Église qu'on attend du politique qu'il assemble. Et la séparation de la vie privée et de la vie publique de nos souverains et gouvernants, c'est la condition que la fonction présidentielle, la dimension spirituelle de la fonction, soit toujours au-dessus de la personne, quelle est la dimension temporelle. Voilà. C'est la réponse du berger à la bergère. Voilà. Vous aurez prise des seins, oui. Oui, non, mais il y a un témoignage du monde politique, je connais bien les problèmes de vie privée, oui, vie publique. Vous les connaissez. Et vous savez que les jésuites l'ont emporté sur les jansénistes. On peut continuer après le plateau. Restez avec nous, Abbé de la Morande. On arrive à la fin de ce journal. Merci d'avoir été nos invités. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite à suivre, eh bien, c'est le club des municipales consacré aux jeunes candidats. Belle et douce nuit. Je vous retrouve lundi avec plaisir, bien sûr.